y a de très bonnes lois en France. Il ne faut pas croire que nos députés ont fait des lois n'importe comment. Ils ont étudié, mais on n'arrive jamais à les mettre en pratique. L'an dernier, on nous a promis 500 000 logements. On est tout juste, je crois, à 350 000 si tout va bien. Chaque fois, ça ne passe pas. On ne peut pas accepter ce qui se passe actuellement. On veut bien être, mais je n'ai pas envie d'être complice de cette société-là. Donc vous allez m'aider à ne pas être complice. Merci à tous et bonne journée. Alors vous qui êtes délégué général de la Fondation depuis 14 ans, vous avez vu les choses changer ou pas d'année en année? La situation est-elle toujours aussi grave 20 ans après la remise du premier rapport sur le mal-logement? On a la loi exclusion, la loi Besson, la loi SRU, la LOV. Il y a eu vraiment des lois très intéressantes qui ont donné beaucoup d'espoir. Et puis sont arrivées les années 2000 et là on a l'impression qu'on a tout abandonné. C'est-à-dire que les dispositifs, ils étaient bien mais sous-dimensionnés. La montée de la précarité, on ne savait pas l'arrêter. Et puis, on a senti l'inexorabilité du marché. Ça a au contraire creusé les écarts, c'est-à-dire qu'on a fait beaucoup de logements pour les classes aisées, un peu pour les classes moyennes, et puis beaucoup moins pour les classes modestes, et très peu pour les défavorisés. Le signal qui devait être donné à la population, c'est on va s'occuper de votre pouvoir d'achat. On va faire en sorte d'arrêter cette inflation galopante du coût du logement et du coût du loyer. Là, on a eu un signal un petit peu contraire qui est extrêmement déstabilisant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est déçu et comme le président le disait, quand même un petit peu en colère parce que de bon sang, il y avait un contrat signé, il y avait un constat qui avait été partagé et on semble ne plus aller dans cette direction-là. Et hier, le président de la République nous recevait, le vice-président de la Fondation, Christophe et moi. Il sent qu'il y a un poids considérable et une responsabilité, et on espère que ça ne va pas retomber comme c'est malheureusement tombé déjà plusieurs fois. Anne-Marie, 50 ans, vit avec sa fille Félicia, 14 ans, au Canet, dans ce studio de 26 mètres carrés. Un confort sommaire auquel elles se sont habituées, mais qu'elles risquent de bientôt perdre. Ma situation là aujourd'hui, c'est que mon bail que j'ai signé le 1er mars 2012 se finit, vu que ça dure 3 ans, le 1er mars 2015. Donc 2015, non, dans 3 mois, même pas 2 mois, je devrais partir des lieux. Elle ne peut pas me le renouveler parce qu'elle le vend. Depuis qu'elle sait qu'elle doit partir, Anne-Marie a fait une demande de logement social. J'ai deux travails et que j'en ai un troisième depuis le mois de septembre. Ça fait que j'ai 3 employeurs. Donc voilà, c'est toujours un cercle vicieux, quoi. Par rapport aux horaires. Je suis toujours en train de courir. Avec ses 3 boulots à temps partiel, elle gagne à peine 1 000 € de salaire par mois. Pas suffisamment pour obtenir un appartement dans le privé. Elle s'est adressée à l'API Provence, une association qui aide entre autres les personnes menacées d'expulsion. À la permanence, Sabrina Roux. Pour déclencher la procédure du DALO, la conseillère encourage Anne-Marie à patienter encore un peu. On est obligé pour le moment d'attendre le document d'expulsion. Tout en sachant qu'il n'y aura pas l'expulsion directe, même si on n'a plus en période de trêve hivernale, on va dire, ça ne craint pas. Hein. Ça veut dire que je dois rester dans les lieux alors? Vous devez rester dans les lieux. Si vous quittez le logement, on perd tout. Il y a tellement de personnes qui sont en demande. On ne peut pas, on va dire, faire de nouveau accepter ces personnes qui n'ont pas encore l'avis d'expulsion, parce que ça va faire augmenter la liste et on voit bien qu'on n'arrive pas à les reloger. Dans quelques mois, Anne-Marie sera certainement reconnue prioritaire DALO. Mais dans les faits, cela ne lui garantit pas forcément un relogement immédiat. On n'a pas toujours d'offres de logement tout de suite. Le temps qu'eux me trouvent un appartement? Ah oui, oui, c'est ça? Ah oui, j'ai des personnes, ça fait 2 ans qu'ils sont reconnus prioritaires, ils ne sont pas relogés. Ah bon, d'accord. Ah, ça peut être Ah oui, aussi ça long. peut être aussi long. J'avancerai pas. J'avance toujours pas, quoi. Je tourne en rond. Dans quelle mesure est-ce que la situation de Samy ou d'Anne-Marie sont représentatives du mal-logement et dans quelle mesure est-ce que ça illustre aussi les défaillances du système aujourd'hui? Ces 2 situations, déjà, elles montrent une chose qu'on connaît parfois, c'est que le travail ne suffit pas à se loger, à trouver un logement en location dans les zones tendues, comme on le voit au Canet ou à Issy-les-Moulineaux,
ou à se maintenir dans un logement. On s'aperçoit que parmi les sans-domicile, dont le nombre augmente drastiquement, plus 50% quasiment entre 2001 et 2012, on parle maintenant de 141 000 personnes qui sont sans domicile, et parmi ces personnes-là, à peu près un quart ont un emploi. Donc ces situations qu'on a vues là sont assez illustratives de cette dichotomie assez choquante. On a voulu dans ce rapport, dans le 20e rapport, repartir de la situation des personnes pour étudier l'efficacité concrète ou l'inefficacité sur le terrain de ces dispositifs, et on s'aperçoit qu'ils ne sont plus du tout calibrés. On attend que les gens s'enfoncent dans leur situation de gravité pour peut-être leur trouver une solution. Peut-être. En fait, il y a une telle pénurie de logements et même de places en hébergement que les services sociaux sont amenés à faire des tris parmi les prioritaires. On a du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable d'apporter une solution à ces jeunes à la rue, à ces familles avec des enfants qui errent d'hôtel en hôtel. Vous avez une réponse? Pour ce qui est des familles, on voit aussi qu'il y a une augmentation de la part des familles qui appellent le 115. Donc c'est dans des situations de grande urgence. On sait que parmi les 141 000 personnes sans domicile en France, il y a 30 000 enfants sans domicile qui accompagnent leurs parents. Donc là aussi, il y a une situation d'urgence. Face à cette urgence, la réponse qui a été donnée souvent à ces familles, c'est de les héberger dans des hôtels. Benoît Apparu, ministre du Logement en 2011, il avait dit on va faire un plan de sortie des hôtels. C'était en 2011. Entre 2011 et les derniers chiffres qu'on a, à votre avis, est-ce qu'on est sorti de l'hôtel? Le nombre de nuitées à l'hôtel a augmenté de 83% en 2 ans, entre 2011 et 2013. Aujourd'hui, on serait à 40 000 nuitées par an. Donc là, on voit bien que la solution qu'on propose à cette famille n'est pas une solution digne et décente. Ce dont ont besoin les gens, ce sont, pour la plupart d'entre eux, des logements. Objectif de 500 000 logements à construire. Un objectif qui a été largement partagé par l'ensemble des acteurs, à quelques exceptions près, et qui surtout a été repris par le gouvernement en disant oui, pour répondre aux besoins de croissance démographique, oui, pour répondre au déficit qui s'est accumulé depuis maintenant une quinzaine, une vingtaine d'années, il faut 500 000 logements par an. Et vous voyez, eh bien c'est un chiffre négatif. Moins de 300 000 logements cette année mis en chantier alors que nous étions à 330 000 seulement également l'année dernière. Donc 10% de baisse. Et ça, c'est au cœur du problème dont on vient de parler toute la matinée. Si on n'a pas assez de logements, les prix flambent. Si on n'a pas assez de logements, il y a des personnes qui sont sur le bord de la route. Il nous faut maintenir cet effort de production. Et puis il nous faut construire massivement du logement, dans ces 500 000, du logement à bas coût. Et puis, il faut aussi quand même regarder les choses telles qu'elles sont. Alors qu'on a des résultats comme cela, cette année, dans le projet de loi de finances, on a encore baissé les aides à la pierre pour la production de logements sociaux. Incompréhensible! Le président de la République actuelle avait dit « je doublerai les aides à la pierre ». Ça fait déjà 10 ans qu'on fait des économies sur les APL. Et aujourd'hui, c'est bien les plus pauvres et les modestes qui en sont les bénéficiaires. Donc je dis bien, toute réduction de la voilure sur les APL aurait immédiatement des conséquences sociales très importantes pour les ménages. Nous pensons, nous, qu'il faut changer totalement de posture et de stratégie. Il faut redonner du souffle à la logique du logement d'abord, qui invite à repenser l'essentiel, à savoir que le logement ne doit pas être considéré comme la fin d'un parcours, mais au contraire comme le support du retour à l'autonomie et à la reconstruction de soi. Le gouvernement a pourtant actionné de nombreux leviers pour soutenir la production de logements sociaux, comme les aides à la pierre, le taux de TVA à 5,5, l'exonération de TFPB pendant 25 ans. J'ai notamment souhaité développer une offre de logements très sociaux, car l'égalité d'accès au logement, c'est aussi de proposer des loyers adaptés à tous les revenus, quand certains de nos concitoyens sont dans des situations trop précaires pour accéder au logement social. Une véritable charte de prévention des expulsions qui fera l'objet d'un décret publié avant la fin de la trêve hivernale sera élaborée en concertation avec les acteurs et bien sûr avec votre fondation. Cette charte devra notamment prévoir le traitement des impayés beaucoup plus en amont. Nous pensons vraiment que la politique de prévention des exclusions par le logement est un des points faibles de l'action du gouvernement depuis 2012. Et nous en appelons à une politique, notamment de prévention des expulsions locatives, beaucoup plus offensive. En d'autres termes, et je conclurai là-dessus, nous pensons que le logement n'est pas le problème, mais le logement est la solution.
Alors continuons le combat et ne lâchons rien. Merci de votre attention.